Bienvenue dans ce nouvel épisode du Millennial Podcast, durant lequel je vais vous parler du livre best-seller de Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ou de son titre original, The 7 Habits of Highly Effective People. Ce livre s'est vendu à plus de 25 millions d'exemplaires et il a eu un impact sur plusieurs millions de personnes à travers le monde. Il comporte des éléments universels qui nous touchent, quelles que soient nos origines, notre culture ou notre religion. Pour vous en parler, j'ai invité Zohair Mahadji, qui est consultant et formateur auprès du cabinet Franklin Covey. Sans plus attendre, je vous laisse suivre cet entretien. La première fois qu'on s'était rencontrés, ça fait maintenant un petit moment, je me souviens plus, je crois que c'était en 2018 ou là, yak. Ah oui, C'est... oui, oui, c'était oui, en avril 2018, oui, c'est ça. Ça va Formidable. très vite, hein, ça. Tout à Ouais. fait. Effectivement, le temps passe. On se disait que ça serait l'occasion de, tu vois, de pouvoir se retrouver et de pouvoir enregistrer un podcast. Bienvenue au Millennial Podcast. Je souhaite la bienvenue. Euh, et donc, euh, Merci. et donc là, on va aborder l'œuvre de Stephen Covey. Stephen Covey a écrit un livre best-seller, Les 7 habitudes des gens qui réalisent ou qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est un livre aujourd'hui Oui, qui a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires et qui a été traduit dans plusieurs oui. langues. Donc un succès phénoménal. Zoher, comment tu expliques ce succès de ce livre? Oui, alors, donc ça, c'est effectivement la version originale, hein, The Seven Habits of Highly Effective People. Plus de 25 millions. On est bientôt arrivé à 30 millions. Ah, c'est une 30 millions d'exemplaires vendus, une quarantaine de versions linguistiques, best-seller dans beaucoup de pays. Il vient juste après la Bible. Dans pas mal de pays européens, c'est l'ouvrage qui est le plus lu. Waouh. Je pense que, ouais, ouais, c'est phénoménal. Alors ça, c'est la version française, hein, n'est-ce Mhm, pas? Donc, c'est donc les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Seven mhm, Habits of Highly Effective People. On aura l'occasion de revenir sur, effectivement, les mots-clés, mhm. par exemple, l'efficacité. Bah, ce qui fait la singularité de cet ouvrage, c'est d'ailleurs le docteur Covey qui en parle lui-même, l'auteur, il dit, mais écoutez, moi, j'ai écrit quelque chose de simple. Je me suis attaché à voir ce qui se passe dans ma vie. Et il a eu une vie extraordinaire. Hein, donc, il est décédé aujourd'hui, décédé en 2012, Mhm, né en 1932. mhm. Dr. Covey a dit, moi, je me suis évertué à écrire un ouvrage pour libérer le potentiel humain, to unleash the human potential. C'est véritablement la phrase clé dans laquelle il met en évidence le fait qu'il y a des principes qui gouvernent notre vie. Et ces principes, il faudrait se relayer sur ces principes pour pouvoir avancer, évoluer positivement et surtout prétendre à être beaucoup plus efficace que ce que nous sommes. Alors, l'ouvrage a connu un succès extraordinaire Mhm. et j'en veux pour preuve, par exemple, tous les témoignages. Tu sais, en règle générale, il y a toujours un petit peu des témoignages, des Ah petites choses ah. comme ça. Il y a par exemple le président de Coca-Cola, le président de Marriott, Mhm. des généraux, des sénateurs, des hommes célèbres, des prix Nobel qui témoignent, hein, donc qui donnent un petit peu leur point de vue. Il y en a qui l'ont lu plusieurs fois, etc. Ce livre a inspiré beaucoup de générations. Mhm. Et ce livre, sa grande faculté, c'est qu'il est facile à lire. Il est facile à lire, il est facile d'accès, de véritablement permettre à un lecteur normal, je dirais, de pouvoir adopter une méthodologie. C'est là l'intérêt du livre et la singularité du livre. C'est une méthodologie sur laquelle je vais me relayer pour pouvoir travailler à changer mes habitudes. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, il y a au moins deux mots-clés, c'est habitude, habits, et efficacité. Voilà, le couple de mots-clés qui est fondamentalement intéressant, c'est les habitudes, changer des habitudes et prétendre à de l'efficacité. Et lui, il dit, moi j'ai écrit un livre sur la base, sur la somme, hein, donc sur la somme de ce que j'ai vu avec mes enfants, ce que Mhm. j'ai vu avec mon épouse, dans le cadre de mon travail. Alors, il faut savoir que Dr. Covey est d'abord un enseignant. Hein, il le dit lui-même, il a d'abord été un enseignant. Mhm. C'est d'abord quelqu'un qui a créé, donc il est diplômé de Harvard, mais Ok. auparavant, il était sur l'université de Salt Lake City, c'est-à-dire que c'est un mormon. Il faut savoir que
Il est de l'origine de l'État de Utah, donc de la ville de Salt Lake City. Il a fait comme les jeunes de cette région, donc il a fait ses universités. Puis par la suite, il est parti sur une diplomation plus conséquente, à savoir Harvard. Et à partir de là, donc il a créé le Covey Leadership Center, c'est-à-dire un centre de formation. Et il le dit lui-même, il dit, moi j'ai d'abord été un enseignant, je suis toujours un enseignant. Et bien sûr, après, je me suis lancé dans les affaires. Alors, pour terminer un petit peu sur la singularité de l'ouvrage, alors c'est vrai, comme je dis, cet ouvrage maintenant est référencé dans de nombreuses bibliothèques, dans beaucoup de programmes de développement personnel. Il est effectivement lu, prisé je dirais, au niveau académique, par beaucoup de cursus académiques, mais aussi au niveau de l'entreprise, parce qu'il a une portée managériale très intéressante. Je me souviens d'une interview du Dr. Covey chez Larry King. Je pense que tout le monde connaît Larry King. Ouais, tout à fait. Le fameux Bretel, le fameux anchorman, c'est ce journaliste de CNN qui a interviewé les plus grands de ce monde. Et alors, il lui disait, mais alors, votre ouvrage, etc. Il dit, écoutez, moi, sincèrement, je n'ai pas la prétention d'un Nobel de littérature ou quelque chose. Je veux simplement montrer au travers de mon ouvrage qu'on peut, grâce au bon sens, là aussi c'est quelque chose qui est intéressant à souligner, on peut accéder à une façon de faire beaucoup plus efficace. On peut prétendre à, je dirais, à une méthodologie pour changer ses habitudes et pour libérer le potentiel que nous avons tous en nous. Alors, ce livre est d'une efficacité redoutable. Moi, je me souviens quand je l'avais lu la première fois, il avait eu beaucoup d'impact sur moi, sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle. Alors, il développe l'idée qu'il faut d'abord se développer intérieurement et avoir une victoire privée avant d'avoir une victoire publique. Et il nous fait cheminer à travers 7 habitudes. Donc apprendre, et il dit ce sont à travers ces 7 habitudes que vous pouvez être meilleur. Zoher, quand tu as découvert ce livre la première fois, est-ce qu'il y a une habitude particulière qui t'a le plus impacté? Oui, bien entendu. Alors, c'est vrai, comme je le disais, la méthodologie consiste à aller chercher 3 victoires. La première victoire, c'est une victoire d'ordre privé sur soi-même, moyennant le changement de 3 habitudes. Donc, comme tu viens de le souligner, et c'est donc la première habitude qui m'a marqué parce qu'elle est, comme dirait le Dr. Covey, foundational. Elle est fondatrice. L'habitude qui nécessite d'être proactif. Soyez proactif, be proactive. Cette habitude est fondamentale, elle est foundational dans le sens où elle est structurante. Et il dit très souvent, Dr. Covey dit, si vous ne réussissez pas à l'habitude numéro 1, vous aurez beaucoup de mal avec les autres habitudes. Pourquoi? Parce que c'est séquentiel. L'habitude 1, 2, 3 précède l'habitude 4, 5, 6. Et bien évidemment, l'habitude 7 englobe le tout. Alors, quand on revient un petit peu sur la méthodologie, c'est ce qu'on appelle une échelle de maturité, ce qu'il appelle lui l'échelle de maturité. Et il faut passer d'une étape de dépendance à une étape d'indépendance, moyennant le changement de 3 habitudes. L'habitude numéro 1, c'est soyez proactif. L'habitude numéro 2, c'est savoir ce qu'on veut dès le départ. Savoir ce qu'on veut dès le départ. Et l'habitude numéro 3, donner la priorité aux priorités. Alors, moi, j'aime beaucoup l'habitude numéro 1 parce qu'elle demande 4 éléments intéressants. Le premier élément, c'est de dire, attention, quand on est stimulé, il ne faut pas réagir, il faut proagir. Donc, il faut avoir la liberté de choisir. Mettez entre la stimulation et la réponse, stimuli, réponse, vous mettez ce qu'on appelle votre liberté de choisir. Et vous allez gagner énormément. Réfléchissez avant de répondre. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez. Prenez le temps nécessaire pour pouvoir éviter par la suite, justement, d'être dans des situations conflictuelles, dans des situations difficiles, etc. Et ce premier élément, il est extrêmement intéressant. Donc, la liberté de choisir, c'est la liberté de penser qu'on l'envoie. Ensuite, alors, Zoher, moi je trouve que ce point, il est vachement important et j'aimerais, s'il te plaît, pour essayer de rapprocher nos auditeurs de cette notion-là qui est fondamentale, est-ce que tu peux donner un exemple de la vie de tous les jours où on pourrait appliquer ça? Très simple. On a, par exemple, dans le milieu professionnel, des personnes qui reçoivent des emails incendiaires sur lesquels ils sont là, braqués, ils veulent tout de suite répondre. Il ne faut surtout pas faire ça. Quand bien même il y a une logique d'urgence par rapport à la réponse à donner, il faut prendre le temps de réfléchir
et donc de se reculer de son siège, Mhm. de ne pas se précipiter à répondre. Mhm. Et dans mes séminaires, dans les ateliers que j'anime, c'est un exemple qu'on ressort systématiquement, Mhm. hein, parce que je fais essentiellement des séminaires au niveau entreprise. Les collaborateurs, les participants me disent, oui, oui, vous avez raison, on passe notre temps à vouloir faire du ping-pong. On m'envoie un mail incendiaire et je réagis sur le champ et je commence à mettre des choses et c'est polémiste, etc. Donc là, c'est un exemple particulier. Mais plus clairement, il y a dans mille et une situations de la vie de tous les jours où plutôt que d'être réactif, il s'agit d'être proactif. Parce que c'est doublé, hein, d'ailleurs, cette notion de liberté de choisir, elle est doublée par un langage proactif Mhm. et elle est doublée par ce qu'il appelle, lui, le cercle d'influence. Nous avons tous un cercle d'influence sur lequel nous pouvons influencer plutôt que rester plongé dans ce qu'il appelle, lui, un cercle de préoccupation. Et vous voyez, c'est ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout s'enchaîne. J'ai ma liberté de choisir. Alors plutôt que de foncer tête baissée à vouloir répondre, alors on peut être impulsif, on peut vouloir aussi ne pas laisser. Vous savez, dans le langage courant, on dit je ne laisse pas la balle chez moi. Mhm. Il faut que tout de suite. Non, il y a aussi des situations dans lesquelles il faut prendre la peine de pouvoir faire, je dirais, usage de cette liberté de choisir. D'ailleurs, il dit, lui, quelque chose de très intéressant. Il dit, cette liberté de choisir, c'est ce qui nous distingue des animaux. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est notre intelligence, c'est notre capacité à discerner le bien du mal, c'est la perspective de voir plus loin. Si par rapport à ma réponse, je vais handicaper les relations que je vais avec cette personne ou je vais altérer la relation que j'ai avec cette personne, qu'est-ce que j'y gagne? Absolument rien. Alors que j'aurais eu simplement le temps de choisir, ma liberté de choisir et justement de réfléchir à la façon dont je vais répondre. Et puis, il dit quelque chose de très intéressant, c'est pour ça que l'habitude numéro un, elle est foundational. Mhm. Il faut converger à être exemplaire. Hein, donc, ce qu'il appelle, lui, un agent de transition. Mhm. Et dans les séminaires, nous présentons des vidéos extrêmement inspirantes, extrêmement inspirantes. Et l'une d'entre elles, effectivement, c'est un joueur de football qui a eu une stone, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est comme ça que s'intitule la vidéo. Parce que les séminaires sont construits de manière pédagogique avec bien sûr des exercices, des workshops, mais aussi avec des vidéos très, très inspirantes. Mhm. L'une d'entre elles est celle d'un monsieur qui avait une carrière extrêmement prometteuse, mais qui du jour au lendemain a eu une situation préjudiciable sur le terrain de football et qui s'est retrouvé à avoir tout perdu. Pour autant, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pardonné et il s'est inscrit dans une logique où il a commencé à aider des petits jeunes, des jeunes de rue, etc., jusqu'à être exemplaire et jusqu'à être un homme félicité par des instances internationales, etc. Et il vit avec ces jeunes et c'est formidable. C'est un exemple. C'est la raison pour laquelle l'habitude numéro un, mais les autres aussi sont très intéressantes, bien évidemment. Il faut bien comprendre que les habitudes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, telles qu'elles ont été conçues par le docteur Covey, sont très, très édifiantes les unes les autres. La première, elle est très intéressante dans le sens où elle est foundation, elle est structurante. Alors, simplement, de manière très schématique, Mhm. effectivement, victoire privée, habitude 1, 2, 3. Mhm. Je rappelle, donc l'habitude 1, c'est être proactif. Sachez dès le départ où vous voulez aller, c'est l'habitude numéro 2. Et on a un moment intense parce qu'on demande aux participants d'écrire quelque chose de très personnel, c'est un énoncé de mission personnelle, c'est-à-dire sachez dès le départ où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire dans les 5 prochaines années, où vous Mhm. vous voyez dans 10 ans. Et c'est très important parce qu'il faut savoir se donner des jalons dans la vie. Et puis, une fois que vous avez priorisé, ben, restez sur vos priorités, ne bougez pas, ne revenez pas en arrière, etc. Vous gagnez votre victoire privée, vous gagnez votre victoire sur vous-même, vous passez de la dépendance à l'indépendance, il faut aller chercher l'interdépendance, c'est-à-dire le fait de dialoguer avec les autres parce que vous ne vivez pas dans une île déserte. Comme vous vivez en société, vous êtes à la maison, en famille, dans votre vie active, dans le cadre du travail, avec vos voisins, dans la rue, etc. Donc, vous devez être interdépendant, vous devez aller chercher des relations efficaces. Moyennant le changement, là encore, de trois autres habitudes. Mhm. Habitude numéro 4, c'est le win-win. Mhm. Donc, il faut penser gagnant-gagnant. L'habitude numéro 5 est une habitude très intéressante. D'après le docteur Covey, c'est l'une des plus difficiles, voire la plus difficile. C'est l'écoute empathique. C'est chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris. C'est très important. Dans la vie de tous les jours, on prépare la réponse. On n'écoute pas les gens. Et puis, le monde d'aujourd'hui est tellement ingrat, tellement selfish, tellement fait de choses un petit peu négatives que les gens ont tendance à ne pas vouloir prendre la peine d'être dans l'empathie, bien que ça soit un mot très à la mode. Pourtant, cette habitude met en évidence le fait qu'il faille savoir écouter.
hein, pas une écoute autobiographique. Quand je vous écoute, au lieu de mettre des choses de moi chez vous, il faut que je vous écoute totalement. Et puis la sixième habitude est une habitude formidable, c'est l'habitude de la synergie, c'est-à-dire comment pratiquer la synergie. En fait, il donne un exemple très très simple, très amusant. Il dit le 1 plus 1, ça doit être égal à 3, à 10, à 100, au lieu que le 1 plus 1 soit égal à un compromis, c'est-à-dire 1,5. Vous laissez 0,25, je laisse 0,25 et on arrive à 1,5, c'est pas agréable. Le 1 plus 1 doit être formidable, ça doit être une explosion pour l'innovation, etc. Moi, j'utilise beaucoup l'habitude numéro 6 Mhm. pour expliquer à des collaborateurs d'entreprise Mhm. qu'il faille être dans la logique de l'innovation. Mhm. L'habitude numéro 6 me permet, d'un point de vue pédagogique, de mettre en lumière, par exemple, toute l'implication d'un collaborateur, d'un salarié dans son environnement immédiat, dans son département, dans son service, etc., pour être dans les synergies, notamment la gestion de projet, notamment les implications de ce qu'on appelle le management transversal, Mhm. où il faut être vraiment dans la synergie et réfléchir de manière synergétique. Et enfin, donc, l'habitude numéro 7, pour conclure, c'est sharpen the saw, c'est aiguiser vos facultés. C'est-à-dire, en fait, victoire privée, victoire publique, eh bien, il faut aller chercher une victoire au quotidien. C'est la victoire quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, je dois faire quelque chose, je dois lire un petit peu, je dois faire quelque chose avec mes enfants, je dois prendre la peine d'aller voir un parent, je dois réfléchir sur moi-même. C'est-à-dire que l'habitude numéro 7, c'est il faut aiguiser ses facultés, il faut tout le temps se renouveler. Il appelle ça, lui, l'habitude du renouvellement, de l'amélioration continue. C'est quand même très intéressant parce que vous avez là une méthodologie très originale et c'est ce qui, à mon sens, a fait le succès de l'ouvrage. Alors, je me souviens, lorsque j'avais lu le livre, parmi les choses qui m'avaient touché, c'était cette habitude que tu as évoquée, je pense que c'est l'habitude 4, la notion de win-win. Parce Oui, assez souvent dans un cadre professionnel ou dans le monde du business, et notamment quand on est jeune, on a envie de réussir, on a envie d'avancer, et des fois on le fait de façon un peu maladroite. On a l'impression c'est que clair. pour avancer, eh bien, il faut battre les autres, il faut, tu vois, il faut en finir avec les autres, Oui, dégommer les autres. oui, Et oui, donc, il montre, il met la lumière sur le fait qu'on peut réussir tous ensemble. Ça veut dire que je peux réussir pas au détriment des autres, je peux réussir avec les autres. Et chacun de nous, dans oui. une organisation, peut réussir et il n'y a aucune raison de se faire des coups bas ou de se rendre la vie plus dure, puisque il y a de la place dans le succès pour tout le monde. J'avais beaucoup Très aimé. juste. Et Oui, vas-y, c'est effectivement, Zoé. oui, effectivement, la symbolique, c'est un Ok. gâteau à partager. Et dans le film, dans la vidéo qui accompagne cette habitude, on voit deux enfants qui sont en train de se partager un tout petit bout de gâteau. Mhm. Et puis ils réfléchissent un petit peu, ils se disent, oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire pour grossir ce gâteau? Alors ils se précipitent au réfrigérateur, ils rajoutent plein de choses qu'ils avaient à portée de main, et le gâteau devient énorme. Et là, ils sont tout heureux de pouvoir le partager. En fait, dans cette habitude, ce qu'on met en lumière, c'est des paradigmes. Nous avons tous des paradigmes. We are scripted, il dit, nous sommes Conditionné. euh, Si Zoé, il y a une petite je dirais, coupure. façonnés Il pour y a, être dans la compétition. Il il y faut a, que tu sois le. et si Zoé, il y a une petite On est dans ce coupure. qu'il appelle lui un monde de scarcity, un monde je dirais de un monde de rareté. Si Zoé, il y a une petite coupure. Si tu peux reprendre au moment où tu disais We are scripting. C'est ça? We are scripted. We are Alors, il dit, scripted. lui, nous sommes un petit peu programmés. Nous sommes programmés pour être les premiers en classe, pour pouvoir prendre rapidement, pour se précipiter sur des choses avant qu'il n'en ait plus. C'est parce que nous vivons dans un monde de rareté, scarcity, word of scarcity. Et à partir de là, il met en évidence des paradigmes. D'ailleurs, le mot est très important pour lui parce qu'il dit nous devons changer de paradigme. Et il dit les paradigmes qui nous gouvernent, c'est quoi? Je gagne et peu importe ce que font les autres. Je gagne et tu perds. Si je perds, tu perds aussi. Et c'est des schémas comme ça, c'est des paradigmes comme ça qui nous gouvernent parce qu'on est vraiment dans la compétition, alors qu'il dit, nous sommes dans un monde d'abondance. Quand on y réfléchit bien, il y en a pour tout le monde.
C'est très intéressant et c'est une habitude effectivement qui montre qu'on doit aussi faire un travail sur soi quand on veut être proche des autres, quand on veut véritablement euh, euh, faire valoir donc le fait d'être efficace dans ses relations et aussi c'est bien sûr une nature positive. Donc de pouvoir dire je suis dans le partage, je suis dans l'abondance, c'est très intéressant. À mon sens, effectivement, l'habitude numéro 4 est très intéressante. Elle a cette particularité de montrer qu'on peut partager sans aucun problème. Aussi, autre élément intéressant que j'avais relevé, c'est le fait que Stephen Covey parle de religion et parle de spiritualité de façon très spontanée, de façon très naturelle, puisque j'avais plutôt l'habitude de lire des livres sur le développement personnel qui étaient un peu, entre guillemets, aseptisés. Cette notion n'était pas du tout abordée puisque la tendance était plutôt, je ne sais pas, plusieurs, on va dire plusieurs cultures occidentales tendent plutôt vers la laïcité. Cette notion de laïcité écarte ce volet religieux, ce volet spirituel. Et j'avais beaucoup apprécié la finesse avec laquelle il avait abordé ce sujet, sans imposer sa religion, mais simplement évoquer cet élément-là comme élément fondateur de l'être humain, le fait de se développer spirituellement, de se développer aussi peut-être religieusement. Oui, en fait, très honnêtement, personnellement, je n'ai pas, c'est-à-dire dans la lecture de l'ouvrage, il n'y a pas à proprement parler une dimension religieuse qui prend le dessus. Il y a simplement le fait que ce qui est intéressant, c'est la nature humaine, la foi qu'on a tous. Comme je l'ai dit, lui, c'est un mormon, ils sont effectivement très attachés à la logique de religion, c'est même parfois considéré comme étant une branche un peu particulière. Alors, à la limite, on les a taxés de sectes, etc. Mais réellement, ce qui est intéressant, et moi je partage, c'est aussi de dire, voilà, soyons dans les choses les plus simples possibles, c'est-à-dire le bon sens universel. D'ailleurs, il parle beaucoup de principes universels. Et je dirais, voilà une des raisons majeures pour lesquelles le livre a été lu partout dans le monde. Hmm. Et moi, je me souviens que très souvent, on me dit, mais c'est un petit peu particulier, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Je dis, il a écrit dans un contexte propre à lui, les États-Unis, etc. Je dis, non, 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 je vous assure, il y a une portée universelle. Hmm. C'est dans l'humanisme, il n'y a vraiment pas une volonté de prêcher, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas une polémique, mais il y a eu aussi une façon qu'un certain nombre de journalistes ont mis en évidence, c'est-à-dire des détracteurs, on va appeler ça des détracteurs de la méthode Covey pour dire ah c'est un peu comme une secte, etc. En réalité, il faut bien comprendre que c'est d'abord une méthodologie. Ce n'est pas à proprement parler un prêche, comme on pourrait le penser, c'est davantage une façon de pratiquer une démarche pour pouvoir prétendre à de l'efficacité. Moi, je reviens beaucoup sur cette notion de couple efficacité-habitude. Comment changer des habitudes pour pouvoir être efficace? Alors, c'est vrai que je n'ai pas évoqué aussi le rôle de Dr. Covey comme étant quelqu'un qui a eu un gros travail au niveau managérial, puisqu'il a conseillé 4 présidents des États-Unis, il a conseillé une trentaine de chefs d'État, et il a aussi été quelqu'un qui a eu une mission très jeune, il a eu une mission fabuleuse, il a été envoyé par le gouvernement américain pour conseiller les chefs d'entreprise anglais à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça l'a beaucoup marqué, il en parle, il dit vraiment, moi j'étais mis dans le feu de l'action au niveau managérial très très vite. Super. Alors, au Maroc, Franklin Covey donc est installé. Vous dispensez un séminaire, une formation autour des enseignements du docteur Covey. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du format que vous Oui, avez et des grands oui. principes que vous utilisez pour pouvoir dispenser ces enseignements? Alors, c'est très simple. En fait, on fait ce qu'on appelle des ateliers. Mhm, Un atelier sur 2 jours ou 3 jours, en fonction bien sûr du choix du client. Et la force de l'atelier repose sur la méthodologie et les outils. Alors, on fait, effectivement, on travaille avec un toolbox. Donc, mhm, je présente ce toolbox. mhm, Et La force du toolbox, c'est des outils
que le participant emmène avec lui. Alors, bien sûr, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'un point de vue pédagogique, il y a des exercices, hein, donc au travers de cet ouvrage de travail. C'est un document de travail. Il y a aussi pas mal de choses, donc des cartes avec lesquelles on peut réviser, on peut travailler avec un partenaire, etc. Et on a également ce que j'appelle un contrat. Alors, la méthode, pour nous, elle passe par le fait que les participants font un 360 degrés, c'est-à-dire un test avant de venir, avec des scorings. C'est très important de venir participer. Donc, c'est une phase dans laquelle ils participent pour apprendre la méthodologie. Mais, et c'est ce qu'on précise, on demande à chaque participant de travailler sur un contrat. Hein, ce que j'ai ici, c'est un contrat pour pouvoir vivre et pratiquer les 7 habitudes. Donc, si je résume, en fait, il y a 3 phases. Une première phase dans l'atelier, il y a une phase qui précède, qui est un 360 degrés, c'est un test au cours duquel on répond à des questions. On s'auto-évalue, on est évalué par son supérieur hiérarchique, et on est évalué par ses collaborateurs. C'est la raison pour laquelle on parle d'un 360. Ok. On arrive le jour de la formation et on travaille concrètement. Alors, on a des vidéos qui expliquent donc les 7 habitudes, on a des exercices sur donc cet ouvrage, on a des workshops en team, 2 personnes, des petits groupes, des choses comme ça. Et puis, à l'issue de cet atelier, on a la nécessité de faire ce qu'on appelle un contrat 7-7. Pendant 7 semaines et pendant 7 jours de la semaine, on essaie de pratiquer les habitudes. La force de Franklin Covey Maroc, c'est vraiment d'accompagner ses clients. On a un accompagnement en amont et en aval avec une vraie valeur ajoutée qui consiste à suivre chaque participant moyennant ce qu'on appelle une cristallisation. C'est-à-dire qu'une fois que le séminaire est passé, ce n'est pas au revoir, c'est beaucoup plus un suivi avec des emails de relance, de stimulation. Et puis après donc cette phase telle que je l'ai décrite en 3 parties, 360 degrés, atelier 2 ou 3 jours et les 7 semaines de contrat, on revient avec une période de cristallisation où on fait le point avec chaque participant en disant véritablement où est-ce que vous en êtes, quelle est l'habitude sur laquelle vous heurtez, vous avez des petits soucis, des choses comme ça. Et puis, ma foi, ça se passe très bien puisqu'on a eu, on a eu à servir des entreprises de renommée nationale importante avec des configurations importantes. Je parle de taille. Par exemple, un groupe hôtelier avec plus de 250 collaborateurs, des dirigeants de ce secteur d'activité, mais aussi dans différents secteurs d'activité, banque, assurance, industrie, éducation. En fait, alhamdoulilah, c'est, je dirais, un programme qui plaît, qui est très séduisant pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'organisations ici. Alors, le succès, il est mondial, il faut le savoir. La méthode Covey, passez-moi l'expression, cartonne en Russie, en Arabie Saoudite, en Égypte, dans beaucoup de pays. C'est effectivement plus qu'un best-seller, c'est aussi une démarche de communication et de formation qui est très prisée. Voilà. Si Zoër, est-ce que tu peux nous rapprocher davantage de l'ambiance formation, donc à travers tes animations? Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une habitude qui touche davantage les gens que d'autres? Oui, oui c'est vrai que le public est toujours. Alors, moi, je dirais, je n'ai jamais eu une séquence de travail où les gens n'étaient pas à la fois impressionnés, je dirais séduits et très peu de scepticisme. Hein. J'ai eu beaucoup d'adhésion avec, bon, bien sûr, le fait que le toolbox plaise beaucoup parce que les participants aiment bien avoir des outils, aiment bien repartir avec des outils, une ambiance très chaleureuse parce qu'il y a beaucoup d'interactions. On interagit énormément, comme je l'ai expliqué, au travers des exercices, au travers de la méthode. Et puis, alors, les anecdotes, c'est par exemple, j'ai eu à former les membres d'une fondation, donc des membres qui étaient d'un certain âge et qui n'étaient pas très loin de la retraite et qui m'ont dit, mais c'est extraordinaire, vous auriez dû venir il y a 30 ans parce que c'est un programme extraordinaire. J'ai dit, mais non, mais vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que cette méthode s'applique à n'importe quel âge. Hmm. Et ils ont été ravis. J'ai eu aussi une anecdote qui m'a beaucoup marqué.
Alors, pour répondre à la question, quelle est l'habitude qui plaît beaucoup? Ah, C'est vrai que l'habitude numéro un, elle interpelle beaucoup. mhm. Il y a aussi l'habitude, parce que beaucoup de participants viennent d'un milieu professionnel, donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent tout ce qui est planification. C'est l'habitude numéro 3. Ok. L'habitude numéro 3, Hmm. donner la priorité aux priorités. Le syndrome de base, c'est que chaque participant vient en disant, oui, vous comprenez, je n'arrive pas à équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et OK, vous allez voir, à l'arrivée, c'est l'habitude numéro 3 qui répond beaucoup à cette problématique. Comment équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle? C'est se donner des priorités. Mais comme c'est un continuum, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'échelle de maturité, c'est un continuum. C'est des strates. C'est-à-dire que pour pouvoir... Absolument. Hmm. Et donc, on a aussi des moments d'émotion intense. Par exemple, quand on dit le compte affectif, il faut se rapprocher un petit peu, il faut pardonner, il faut être dans ce partage. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure pour le win-win, etc. J'ai eu une fois un séminaire où un participant, à la pause déjeuner, est revenu un peu les larmes aux yeux, etc. Visiblement, il était très, très alors, ses collègues ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, moi j'ai été très impressionné par cette formation et surtout par l'habitude qu'on vient de voir. Mais j'ai appelé mon frère, ça faisait 8 ans qu'on ne s'était pas parlé. Waouh. Et il a encore, ouais, ouais, il a fondu en larmes. Il dit, j'ai appelé mon frère, puis j'ai pris la peine de l'appeler, comme ce qu'on vient de voir, les choses qu'on a pu voir, etc. Donc j'ai pris la peine de l'appeler. Il était très content et très étonné que je fasse ce geste et que je l'appelle, etc. En fait, les anecdotes, il y en a énormément. Moi, je suis ravi de pouvoir travailler sur ce séminaire, cette thématique, parce que je vois un petit peu au travers des attentes des participants, volonté effectivement d'être efficace, de prétendre à l'efficacité. On a, au travers de cette dernière crise du Covid aussi, eu l'occasion de vérifier le fait que beaucoup de participants Mhm. ont compris aussi l'intérêt de se remettre en question par Mhm. rapport à une crise majeure, une crise sanitaire telle qu'on est en train de la vivre. Mhm. Et les sept habitudes ont pris tout leur intérêt, toute Mhm. leur dimension. Mhm. Mais ce qui est superbe, c'est toujours le sourire que j'ai à la fin de chaque séminaire et la façon dont les gens... Oui, une dernière anecdote qui est Ah, extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué, ouais. c'est que en fait, oui, c'était à l'occasion d'un atelier Mhm. où en fait plein de participants sont venus en me demandant s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez signer le livre pour nous? Et ça, j'ai signé un peu dans la peau de Dr Covey pour voir signer. C'était pour moi un moment exceptionnel. C'est un moment Ça exceptionnel, ça crée m'a des répondu. liens en fait. Hein. Ouais, ouais, La ça crée des formation liens. crée des liens. Ah oui, Mm. oui, ah oui, indéniablement, indéniablement. Beaucoup de liens, des liens personnels, des liens d'amitié, des liens qui permettent un petit peu de comprendre aussi la nature humaine. Et, C'est là aussi l'intérêt. et dis-moi, Cisoër, les gens que tu reçois en animation dans les séminaires, pour une majorité, connaissaient déjà l'ouvrage ou pas? Non, 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 absolument pas. Non, non. La Très, majorité ne le très, très connaissait peu. pas. Oui, 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 oui. Il faut D'accord. être très clair là-dessus. Ok. La proportion est infime. Elle est infime. Sur 20 participants, dans le meilleur des cas, on en a deux qui l'ont lu ou qui en ont lu des extraits. Honnêtement, hein, mais c'est pas un reproche. En fait, Oui. Mm. il y a un travail de communication qui doit être fait probablement. Et en fait, beaucoup de participants ne l'ont pas lu, hein, et donc, ils repartent avec le livre, dans certains cas, etc. Se précipitent à l'acheter. Mais ça m'avait interpellé aussi. Mm. Il faut dire aussi que, bien évidemment, c'est un problème propre à notre pays où la lecture n'est pas quelque chose d'automatique. Et encore plus des lectures d'ouvrages, des essais ou d'ouvrages comme ça un peu spécifiques. Hmm. Je me souviens, dans la formation, j'avais beaucoup apprécié la qualité Oui, des vidéos très scénarisées et des vidéos adaptées à oui, chaque habitude. Et donc, vraiment, il y a tout un jeu de vidéos oui. pendant tout le séminaire. Alors, de mémoire, le séminaire, il durait 2 jours ou 3 jours? C'était 3 jours? On a le choix, Tu as c'est-à-dire le c'est un choix, choix ok. commercial. D'accord. C'est un choix commercial. Le client peut prendre 2 jours comme il peut prendre 3 jours. Moi, j'avoue qu'avec 3 jours, je suis beaucoup plus à l'aise. Ouais, Beaucoup plus à l'aise d'un point de vue pédagogique. ouais, tout à fait, ouais. Mais pour en revenir aux vidéos, Ah, ah. il faut savoir que le groupe Covey, le groupe Franklin Covey, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui, Mhm. c'est une joint venture entre Franklin et le Leadership Covey Center. Euh, il a investi plus de 3,5 millions de dollars sur les vidéos. Il y a des vidéos, effectivement, qui ont été tournées en Shanghai, des vidéos qui ont été tournées à Genève, dans des pays
dans des endroits vraiment spectaculaires avec beaucoup d'à-propos, hein, beaucoup d'à-propos. On voit des scènes qui ont été bien faites. Et puis, il y a des films, hein, je dirais, qui sont spécifiques, hein, celui dont on a parlé, Stone, mais il y a aussi un film, donc une vidéo très sympa sur un village au Paraguay qui nous permet de synthétiser les 6 habitudes. C'est un village où tous les enfants sont devenus des musiciens grâce à un agent de transition, donc la personne exemplaire. Et ce qu'on explique un petit peu en disant, voilà, c'est très important de pouvoir aussi, je dirais, être proactif, être dans le win-win. Et c'est ce qu'on explique au travers de cette vidéo. Mais effectivement, les vidéos nous aident énormément d'un point de vue pédagogique. Ça, c'est clair. Elles sont très inspirantes pour certaines d'entre elles et elles sont très didactiques pour d'autres. Voilà. Elles illustrent bien chaque habitude. Oui, Alors, s'il y a absolument. des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient bien faire ton métier, qui aimeraient bien être consultant, qui aimeraient bien être formateur en développement personnel, en leadership, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Très bien. Alors, le conseil de base, c'est d'abord d'avoir je dirais, beaucoup de matière, c'est-à-dire à la fois une expérience, mais aussi de la lecture, un certain nombre de matières qui vont permettre aux consultants ou aux pédagogues qu'ils vont être de pouvoir donner des exemples, illustrer un petit peu des aspects théoriques. Et parce que c'est véritablement ce qu'attend un participant, véritablement ce qu'attend une personne qui vient se former. L'autre conseil, évidemment, il est lié à des aspects qui sont du ressort de la pédagogie. Il est bien évident que parfois, il faille répéter des choses et il ne faut pas hésiter à revenir et donc à revenir un petit peu de manière rhétorique pour expliquer des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est très bien perçu, qui est attendu de la part des participants parce qu'ils sont dans une logique pédagogique, c'est-à-dire une logique d'apprentissage, qu'on le veuille ou non. Donc, quand bien même c'est un niveau important, c'est un niveau supérieur, c'est-à-dire on est dans une formation managériale, etc. Pour autant, il faut rester pédagogique. Il faut rester pédagogique et voire académique, c'est-à-dire ne pas hésiter à répéter, pouvoir expliciter, avec d'autres mots, avec d'autres termes, une démarche, une théorie ou un aspect précis. Maintenant, de manière globale, très décontracté, ne pas hésiter à accepter je dirais, des remarques, etc. Je dirais, ça fait partie du jeu. Être très décontracté dans le sens où il faut être prêt à apprendre, puisque c'est interactif, apprendre de la part des autres. Moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre de la part d'un certain nombre de participants sur des choses que je ne connaissais pas, ou des auteurs, et ça, je dirais, c'est une attitude qui est fondamentale. Quand on arrive en tant que formateur, nous appelons notre métier facilitateur. Nous sommes des facilitateurs et bien sûr, c'est une certification. Pour pouvoir faciliter un atelier Covey, il faut être certifié. Donc, le conseil que je donne, bien sûr, c'est un apprentissage, mais aussi une démarche pédagogique très importante, puisqu'il faut pouvoir être dans l'art de la rhétorique et aussi dans le fait de pouvoir expliquer gentiment, tout en étant dans la joie, la bonne humeur. Il faut beaucoup d'interactions, ne pas hésiter à donner des petites anecdotes. Les gens sont friands d'anecdotes, les gens sont friands de l'expérience, du vécu. C'est très intéressant que vous puissiez leur donner du vécu. Voilà, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des gens qui puissent faire ça. Ça serait merveilleux parce que c'est pas, je dirais, pour ajouter à des perspectives de prêcher la bonne parole, mais c'est parce que c'est passionnant. Surtout être dans la passion. Voilà. Super. Alors, souvent, à la fin de mes podcasts et de mes entretiens, je questionne mes invités. Je leur demande s'ils ont un ouvrage ou des ouvrages qu'ils nous conseilleraient à lire. Peut-être un ouvrage qui t'a marqué ces derniers temps. Est-ce que tu as un titre ou deux à partager avec nous? Oui, alors j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que moi je suis un passionné de littérature. En fait, ce qu'on peut conseiller, bien sûr, au-delà de Seven Habits, hein, du livre de Dr. Covey, Mhm. il a écrit un autre livre qui est très célèbre aujourd'hui, c'est La huitième habitude. Alors, en fait, il dit dans cet ouvrage, la huitième habitude, c'est véritablement vous-même, c'est votre façon de gérer. Hein, donc, vous êtes vous-même une espèce d'exemple. Hein, donc, c'est très intéressant aussi. La huitième habitude, je te conseille. Mais bon, pour le groupe Covey, nous, on a
des choses très intéressantes. On a développé le concept de la vitesse de la confiance. Ça, c'est le fils du docteur Covey qui a écrit cet ouvrage, Dirigé à la vitesse de la confiance. Je recommande beaucoup, c'est un excellent ouvrage managérial. C'est la confiance comme étant un actif extrêmement important dans toutes les démarches de management. C'est très intéressant. On a aussi les 5 choix, le 5 choice. Ça, c'est pour tout ce qui est productivité. Donc, ça aussi, c'est un ouvrage de management qui est très intéressant, qui est toujours dans la lignée de la sphère Covey. Donc, c'est intéressant. Et les 4 disciplines de l'exécution, là aussi, c'est un ouvrage technique, mais qui met en lumière le fait que les cadres exécutifs doivent avoir des goals, des objectifs pour pouvoir réussir. C'est très important. En ce qui concerne les ouvrages que moi j'affectionne, j'ai ramené un petit paquet de livres que je viens de lire Sympa. et que je vous recommande beaucoup. Voilà. Ok. Donc moi, je suis vraiment un fan de littérature. J'adore lire et mon auteur préféré, ou en tout cas l'un de mes auteurs préférés, c'est le romancier sud-américain Mario Vargas Llosa. C'est le prix Nobel péruvien. Je lis tous ses livres systématiquement. Ça, c'est le dernier. Mais je lis tous les livres, donc prix Nobel 2010. Moi, je ne suis pas étonné qu'il soit prix Nobel parce qu'il écrit fabuleusement bien. C'est des romans extraordinaires. C'est une littérature extrêmement édifiante avec beaucoup de choses qui nous ressemblent au niveau du Maroc. J'ai lu un livre qui m'a marqué qui s'appelle la Conjuration des imbéciles. Alors, c'est John Kennedy O'Toole. Alors, ce livre, il a une histoire extraordinaire. Son auteur est décédé et il n'a pas pu le publier. C'est sa mère. Sa mère a pris le manuscrit. Voilà, le manuscrit. Elle l'a emmené chez un éditeur et elle a posé sur la table de l'éditeur en lui disant « Monsieur, ce livre mérite d'être publié. » Alors, l'éditeur la regarde et dit « Mais enfin, vous êtes folle ou quoi ?» Elle dit « Non, 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 lisez-le et vous verrez. » Alors, elle s'en va et puis il le laisse. Il ne lit pas le manuscrit. Puis un beau jour, quelque temps après, il lit le manuscrit et hop, il décide, il se dit, voilà, ça c'est devenu un prix Pulitzer. C'est un prix Pulitzer pour dire que vraiment l'ouvrage est très sympa. C'est une galerie de personnages, c'est très sympa. J'ai aussi adoré le dernier Ala al-Aswani, donc ça j'ai couru vers le Nil. Moi j'adore Ala al-Aswani parce que je le trouve très très juste, très pertinent dans sa façon d'écrire. Au-delà des best-sellers, L'immeuble Yacoubian et Automobile Club, moi j'ai adoré ce livre parce qu'il y a une galerie de portraits qui est fabuleuse. Et puis, je me suis replongé dans la guerre du Vietnam avec un ouvrage qui est superbe. Là aussi, c'est un prix Pulitzer. Alors moi, je ne vais pas sur les Goncourt, pas nécessairement sur les Goncourt, mais j'adore, par exemple, les prix des Booker Prize, les prix Pulitzer, les prix de la Grande-Bretagne, un peu pour sortir des sentiers battus. C'est vrai que les Goncourt sont très intéressants, les prix français sont intéressants. Mais par exemple, celui-là, c'est l'histoire de quelqu'un qui a connu la guerre du Vietnam, un jeune, et qui est parti avec les Américains lors de la fuite de Saigon. C'est fabuleux parce qu'on se replonge dans cette période extraordinaire. Et voilà, donc il y a plein de livres comme ça qui sont édifiants, etc. En tout cas, moi, j'aimerais bien partager cette passion des livres. Super, super. Merci beaucoup, Zoher. Merci beaucoup pour cet entretien. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais nous dire, partager avec nous? Écoute, moi je suis ravi d'avoir pu être ton invité. Je trouve qu'effectivement la formule podcast est une formule qui est fabuleuse puisqu'elle permet effectivement de s'exprimer de manière spontanée. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a matière je dirais, à être dans le positif. Je pense que là, je ne vais pas être un petit peu prêcheur, mais je veux dire, franchement, on gagnerait à être beaucoup plus dans le positivisme et à vouloir partager. Et effectivement, l'enseignement du Dr Covey, il est en soi intéressant. Donc, je dis très souvent, prenez ce que vous avez envie de prendre. C'est comme un menu. Prenez ce qui vous arrange et vous allez trouver votre compte. Super. Merci beaucoup pour ton accueil. J'ai été ravi d'être ton invité. Merci beaucoup, Zoher. Tabarakallah alik.